RCF. Saint-Philbert-de-Bouenne à l'honneur toute cette semaine dans l'émission Une commune à la une. Et ce troisième jour de la semaine est consacré à une entreprise. Je reçois Patrick Collet, directeur général de Tronico. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, en quelle année cette entreprise a-t-elle été créée ? Cette société a été créée il y a 42 ans, avec la petite anecdote qu'au départ, il y a 25 villageois qui sont rentrés dans le capital de la société pour que la société s'installe à Saint-Philbert-de-Bouenne. C'était important justement pour eux de venir ici, sinon ça n'aurait pas été possible que la société s'installe à Saint-Philbert ? Si les villageois n'avaient pas mis d'argent, le créateur à l'époque n'avait pas assez de fonds propres et il serait installé dans une autre commune. Voilà l'histoire. Alors aujourd'hui, on appelle ça du cross-funding. On va dire le bon sens vendéen existait déjà il y a 42 ans. Alors aujourd'hui, ça a changé le financement de l'entreprise, c'est complètement privé. Aujourd'hui, ça fonctionne comment ? Oui, c'est totalement privé, avec des actionnaires privés. Et il n'y a plus de villageois, mais on est toujours attaché au village. Aujourd'hui, l'entreprise compte d'autres sites que Saint-Philbert-de-Bouenne ? Oui, tout à fait. Nous sommes en tout 700 personnes, un peu plus de 400 à Saint-Philbert, un peu plus de 250 au Maroc, à Tanger. Nous avons aussi donc un centre de recherche à Grenoble et un centre, une petite start-up à La Roche-sur-Yon. Et nous sommes en train d'ouvrir des antennes commerciales au Canada et aux États-Unis. Mais c'est vraiment ici que tout a démarré ? Ah, tout à fait. Et on va dire, et le siège social est ici, à Saint-Philbert-de-Bouenne. Oui, c'est pas à Paris, c'est pas dans les beaux quartiers parisiens. Nous sommes restés encore vendéens. Alors justement, avec quelle activité la société a-t-elle démarré ? Alors, elle a démarré donc il y a 42 ans en pure sous-traitance d'électronique, c'est-à-dire que les clients venaient avec des composants et on câblait pour eux les composants sur des cartes. Donc, on était un simple fabricant, un vendeur d'heures, entre guillemets. Nous avons fait ça jusque dans les années, on va dire 2000. À partir de 2000, nous avons commencé à acheter les composants et nous sommes toujours sous-traitants, mais il y a eu un gros virage après la crise en 2008 où là, nous avons créé un bureau d'études et en plus du métier de sous-traitant, on réalise des études pour des tiers, mais on réalise aussi des produits propres pour Tronico. Et donc, vous avez dû voir dans la presse que là, on avait un gros projet sur le sexage des œufs, entre autres. On travaille sur des gros projets aussi sur les avions du futur, sur beaucoup d'applications, on est sur beaucoup de nouvelles applications avec des startups dans le biomédical. Donc, il y a un changement, on va dire, depuis 5-6 ans. On reste sous-traitant, qui est notre première source de revenus, mais en même temps, on essaie de manager notre avenir en concevant les produits de demain sur les nouveaux marchés. Alors concrètement, qu'est-ce qui se fait ici dans ces murs ? C'est vraiment tout de l'électronique ? Qu'est-ce que vous fabriquez ? Si on fait simplement, on fait les calculateurs on va dire, principalement pour l'avionique. C'est une grosse part de notre marché. On a aussi pour le militaire, pour de l'énergie et pour du biomédical. Mais aujourd'hui, en tant que sous-traitant, c'est des calculateurs pour, on va dire, l'avionique. On va dire le fleuron, c'est le calculateur des moteurs d'avion, ce qu'on appelle dans notre jargon le FADEC. Un calculateur pour un moteur d'avion doit avoir une fiabilité sans faille. Contrairement à une voiture, quand on est en panne, on s'arrête au bord de la route. Un calculateur qui tombe en panne dans un avion ne peut pas s'arrêter sur le bord de la route. Donc on a des systèmes de redondance électronique pour justement pallier à d'éventuelles pannes. Et en plus, il y a des conditions de fabrication, de contrôle qui n'ont strictement rien à voir avec de la fabrication électronique grand public. Donc on s'est adapté à la fabrication électronique pour la très haute fiabilité. Alors, on retrouve ça dans le monde dans l'avionique pour un problème, on va dire, de sécurité. On retrouve ça aussi sur des outils que l'on fait pour des plateformes pétrolières, où là, le coût d'arrêt de production en plateforme pétrolière est très, très élevé. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas que l'outil tombe en panne. Donc, on a aussi des exigences qualité énormes pour ces plateformes. On est toujours à un niveau d'exigence qualité, de fiabilité énorme. C'est notre métier. Alors, on le retrouve aussi en médical. On est sur ces marchés où l'électronique ne doit pas tomber en panne. Donc, on l'a compris, vous avez des clients très variés ?
Si on regarde le top 10 des clients, on a des clients assez importants comme Thales dans les 3 premiers, il y a Safran avec les calculateurs de moteurs d'avion, on a Zodiac, on a Dassault, on est énormément sur le Rafale en ce moment, donc on est très content sur le sujet. Voilà dans le monde on a Rockwell Collins, on est en train de rentrer Raytheon, donc on est sur beaucoup de clients avioniques et on va dire avionique et défense. En général, ce sont les mêmes, plus ou moins. Et puis après, on a des gens on va dire, dans le pétrole qui nous demandent d'être plus secrets sur les noms, donc on ne citera pas les noms. Et dans le médical, on travaille pour General Electric, et on travaille pour beaucoup de sociétés aussi dans le médical. Et là, on est en train de se battre sur un très gros marché. Si on a ce marché, on en reparlera plus tard, mais pour l'instant, tant qu'il n'est pas obtenu, on ne dira pas le marché. Donc vous êtes présent à l'international. Ça fait longtemps que cette petite entreprise née il y a 42 ans à Saint-Philbert a pu se développer comme ça? Alors, moi, quand je suis arrivé, donc on faisait à peu près 25 millions d'euros. On était 200 personnes en 2003. Donc depuis, on est 700. On va dire qu'on a une très forte croissance de 2003 à 2008. Avec une stratégie justement de très haut de gamme. Et puis on a eu la crise de 2008 où là on est bien redescendu. On va dire on est aujourd'hui à peu près au chiffre d'affaires de 2008 sans avoir changé énormément, sauf qu'on a complètement changé le savoir-faire de la société. Passer d'une société de pure sous-traitance à une société, disons, de conception, tout ça, ça change non seulement. Il faut aller embaucher des ingénieurs de conception, mais aussi il faut changer les équipes. Avant, je faisais pas de commerce. En réalité, on faisait du commerce par rapport à quelques gros clients. Là, maintenant, il faut faire du marketing, il faut faire un tas de choses. Donc, c'est totalement un nouveau métier. Donc, on va dire que depuis 2010, on se consacre à ce changement de métier sans croissance de chiffre d'affaires. Je pense, disons, on va commencer à faire de la croissance cette année. C'est surtout l'an prochain où on devrait repartir sur une progression assez forte. Grâce à cette stratégie qu'il a fallu déployer, c'est une tactique à long terme. On ne change pas de métier en 5 minutes. Il faut d'abord avoir la volonté de le faire, être très, très opiniâtre parce que c'est très compliqué. Il faut avouer quand même que le système français, avec le système des subventions, des FUI, des H20, nous a bien aidé pour créer notre bureau d'études, mais c'est réellement de la tactique à long terme. On ne peut pas changer une société en 6 mois, il nous faut 5 à 10 ans. Donc la croissance devrait repartir, on va dire, le carnet de commandes sur les 3 premiers mois de l'année se passe très bien. Donc je pense avoir une croissance cette année, à peu près de 10%. Et surtout l'an prochain, on s'attend à des fortes croissances. Donc 700 salariés en tout pour le groupe. Combien ici? À peu près entre 400 et 450 en fonction des marchés, des trucs comme ça, en fonction des marchés, oui. Avec évidemment des métiers très variés? Tout à fait, ça va du simple câblage en passant par les ingénieurs d'études de conception, en passant par des docteurs en physique pour travailler sur des projets de demain. À côté de ça, on a des qualiticiens, on a des gens des achats, on a des gens des approvisionneurs, on a des marketeurs, des commerciaux. Donc après, si je prends la comptabilité, on a des experts en contrôle de gestion. Donc on a tous les marchés. Je voudrais juste insister sur une chose. Quand j'ai créé le Maroc en 2004, ça a été mal perçu par certaines personnes et je leur ai expliqué que c'était une façon de faire croître la société. Si je n'avais pas créé le Maroc aujourd'hui, il y a plein de marchés que je n'aurais même pas eu en France et je ne suis pas sûr que l'unité française sera encore là. Donc de temps en temps, il ne faut pas avoir peur de certaines choses qui peuvent apporter, disons, une dynamique et répondre aux besoins des clients. On ne peut rien faire par rapport aux besoins du client aujourd'hui. Quand il y a un besoin, soit on y répond, soit on sort du marché. Qui plus est, avec la mondialisation, l'information va tellement vite, si on ne surfe pas sur les besoins du marché, on se fait sortir tout de suite du marché. Pour combien de temps pour concevoir, produire une pièce, un système? Tout dépend des marchés. C'est-à-dire que si on va dire sur des trucs industriels, on va mettre entre la conception et la mise en production, on va considérer qu'on peut aller en dessous d'1 an. Par contre, quand vous êtes sur l'avion du futur, entre
les principes, les premiers démonstrateurs, des démonstrateurs qualifiés, tout ça, ça peut être des processus à 5 à 7 ans, quoi. On est sur des applications de ballons gonflables. Entre la première discussion et puis la montée en série, ça sera plutôt du genre 7 ans. Donc des fois, on est sur des conceptions sur l'avion du futur où je considère que c'est de la tactique à 10 ans. Quand je dis, moi je regarde le résultat, c'est est-ce que j'occupe ma production? Donc, c'est-à-dire entre la première discussion sur le principe et occuper ma production, entre guillemets, disons occuper, faire travailler ma production, ça peut mettre 10 ans dans certains domaines. Vous avez de gros concurrents en France ou ils se trouvent plutôt à l'étranger? Alors, tous les fabricants d'électronique sont dans le Grand Ouest. Hein. Je tairai les noms. Hein. J'ai 3-4 concurrents directs dans le Grand Ouest. Je pense qu'avec une différence assez importante pour Tronico, on a tout misé sur le très haut de gamme. Par exemple, on a une certification NADCAP aéronautique qui est le Graal, le must, entre guillemets, l'extrême de la qualité, entre guillemets, pour le monde aéronautique. Nous sommes très peu en France. Mes concurrents, il n'y en a qu'un seul en France. Et j'ai aussi cette certification sur l'usine du Maroc. Et on est la seule usine sur le continent africain à avoir cette certification. Donc, c'est déjà notre première différence. Et la deuxième différence, c'est aussi nos originalités sur les conceptions, où là, on a un bureau d'études beaucoup plus pluridisciplinaire que nos concurrents, quand ils en ont. Hein. Certains concurrents n'ont pas de bureau d'études. Et nous, on a un bureau d'études non seulement électronique, mais aussi on a 3-4 physiciens qui nous permettent de faire des partenariats avec des laboratoires. Entre autres, on a créé un laboratoire commun avec le CNRS de La Roche-sur-Yon. On est en train de développer une machine pour mesurer la biodégradabilité des molécules pour un très grand donneur d'ordre, qui réalise on va dire des crèmes cosmétiques et tout ça, pour répondre à la norme REACH. Tout ça, on peut le faire parce que justement, on couple un savoir-faire de biochimiste avec un électronicien pour faire la machine. Donc là, c'est là où justement on a une originalité par rapport à mes concurrents directs, c'est qu'on répond à des appels d'offres où on se marie très souvent avec des laboratoires qui vont apporter une certaine physique, un certain savoir-faire. Et nous, on prend ces phénomènes physiques qu'on va transformer à travers l'électronique en interface homme-machine, quoi. Et puis il y a donc ce travail sur le sexage des poussins. Alors, quel est le lien avec l'électronique? D'abord, on part sur des affaires lorsqu'on fait une analyse de marché. Alors, il n'y a pas de lien avec l'électronique si on regarde l'application elle-même. En réalité, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que la machine qui va faire ce sexage des poussins sera à base électronique. Nous, on a fait le pari que l'électronique saurait faire quelques mesures assez intelligentes, sur les œufs pendant l'incubation. Alors, avant d'en parler, je pense qu'il faut expliquer le besoin. Aujourd'hui, sur les poules pondeuses, on a tellement optimisé la race des poules pondeuses pour avoir un œuf parfait, on va dire pratiquement tous les jours, voire des fois un peu plus qu'un par jour. Ça a été au détriment, disons, des autres paramètres d'optimisation qui sont le rendement chair. Le rendement chair qui est utilisé pour des poulets de viande, où en réalité, on essaie d'avoir le maximum de chair avec le minimum d'aliments. Donc, comme on a détruit le rendement chair pour avoir un bon rendement œuf, le mâle à la naissance des races de poules pondeuses n'a aucun intérêt parce qu'il a un rendement très très mauvais. Donc, aujourd'hui, le mâle est détruit. Donc, c'est comme si vous aviez une usine de fabrication. Quand je prends les incubateurs, les couvoirs, ils ont une usine de fabrication. Puis à la fin de leur usine de fabrication, ils détruisent un produit sur deux. Imaginez une usine de Renault Clio là ou de Twingo, et puis vous jetez une voiture sur deux à la fin. Ça serait ou même des téléphones portables, vous jetez un iPhone sur deux, vous auriez des camions à la sortie des usines pour mettre à la poubelle. Donc l'idée, c'est de dire, au lieu d'avoir des camions à la sortie avec des poussins qu'on aura massacrés, est-ce que dans le processus, on peut déterminer le sexe plus tôt, pendant les 21 jours de l'incubation? Donc on travaille avec 2 laboratoires sur le sujet, de nouveau avec le laboratoire de La Roche-sur-Yon sur des technologies de spectrographie et sur un autre laboratoire du CNRS à Montpellier, excusez-moi. Là, on essaie de dévier une technologie utilisée dans le monde médical pour mesurer le sexe des poussins
disons, des futurs poussins pendant l'incubation. Le but, c'est d'essayer de déterminer le sexe au milieu de l'incubation, c'est-à-dire autour du 10e jour de ça. Donc, comme on pense que la techno sera électronique pour faire ça, alors c'est sûr que le projet n'est pas électronique dans l'applicatif, mais la machine sera sûrement à base d'électronique. Et donc là, vous en êtes où? C'est le début des recherches, c'est déjà bien avancé? C'est une recherche que nous avons commencé à peu près il y a 4 ans, mais on le faisait avec nos petits moyens du bord, donc c'était plus, on va dire, un petit jouet à Troneco, on va dire ça. Et puis, il y a eu une accélération demandée par les sénateurs cet été, qui ont demandé d'arrêter, de voir si on pouvait étudier pour arrêter le massacre de ces poussins. Et nous avons reçu une subvention, disons. Nous avons été notifiés pour recevoir une subvention du ministère de l'Agriculture pour accélérer ces recherches. Et là, il y a plus d'une vingtaine de personnes entre les 3 labos qui travaillent sur le sujet. Et on s'est donné 18 mois pour trouver la techno et puis 2 ans et demi pour mettre une machine sur le marché. Patrick Collet, merci. Et demain, c'est une association de Saint-Philbert-de-Bouenne qui sera à l'honneur dans l'émission Une commune à la une, l'association Forever Fabien. Bon après-midi et à demain.